Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du cinquième élément qui compose le business model Canva, qui consiste à expliquer et à définir votre stratégie qui va générer les flux de revenus. Donc, si vous vous souvenez, la définition du modèle économique donné par Alex Osterwalder est la suivante. Le modèle économique est ce qui décrit comment une organisation va créer, délivrer et capturer de la valeur. On a déjà vu hier l'importance du bloc de la relation client. Donc comment est-ce qu'on peut établir une relation client forte, une stratégie de relation client forte avec ses clients pour justement garder ses clients, fidéliser ses clients et par la suite pouvoir stimuler la croissance de son entreprise en favorisant de la vente de produits ou de services supplémentaires, en favorisant également le bouche à oreille. L'autre manière indispensable pour capturer de la valeur consiste maintenant à identifier quel va être le modèle, le flux de revenus, la stratégie que vous allez utiliser pour gagner de l'argent et pour donc permettre de financer l'ensemble des coûts qui sont nécessaires au développement et à la création de cette proposition de valeur que vous offrez à vos clients. Il existe énormément de manières différentes de pouvoir capter cette valeur, de pouvoir générer un flux de revenus pour votre start-up, pour votre entreprise. On va en parcourir certains, on ne va pas tous les voir, en détail. Je vais vous expliquer à la fin de cette capsule, à la fin de cette vidéo, comment et où est-ce que vous pouvez trouver des informations complémentaires qui vont vous permettre de nourrir cette réflexion et d'identifier éventuellement des stratégies qui correspondent à la fois à l'entreprise que vous souhaitez créer, mais également et essentiellement au type de client que votre entreprise cible. Alors, le premier modèle de revenu qu'on va voir, en dehors du modèle de revenu classique qui consiste à, comme le fait par exemple Starbucks ou plein d'autres marques, c'est-à-dire je vends un produit, le client me paye pour l'usage de ce produit, pour l'utilisation de ce produit ou de ce service. Il existe plein d'autres manières de faire qui ont été identifiées par une étude qui a été réalisée par l'université de Saint-Gallen en Suisse, et je vous fournirai le lien à la fin de cette vidéo qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des différents modèles qu'ils ont identifiés, et étude qui a été traduite par la société Onopia, qui a également regardé un petit peu l'ensemble de ces stratégies identifiées dans le cadre de cette recherche menée par l'université de Saint-Gallen. Alors, la première manière de faire, ou une manière de faire, est une manière que vous connaissez probablement toutes et tous, qui est celle qui est par exemple utilisée par la société low cost Ryanair, qui consiste à facturer des options supplémentaires. Donc c'est ce qu'on expliquait déjà lors de la précédente vidéo. L'idée consiste à offrir une partie du produit, une partie du service, la partie basique, je vais dire, du produit du service. Ici, dans le cas de Ryanair, un vol d'une destination à une autre. Et ensuite, si le client souhaite avoir des compléments de service, des compléments de produits, des choses supplémentaires, il va pouvoir les obtenir, mais chaque supplément va être facturé. Donc ça, c'est déjà une manière de faire, et c'est déjà une manière de générer des revenus qui est un petit peu différente que l'approche classique qui consiste à vendre le produit et à toucher l'argent en retour. Un autre modèle de revenu qu'on peut utiliser, c'est le modèle de l'affiliation. C'est celui qui a par exemple été utilisé par Amazon, mais qui est également utilisé par Google à un moment donné. C'est vous allez permettre à des propriétaires par exemple de sites web de vendre les produits que vous avez dans votre magasin, sur votre site d'e-commerce, et de les vendre via votre site grâce à cette petite appli, via cette affiliation qui a été créée. Et chaque fois qu'une vente est réalisée, vous allez pouvoir obtenir un certain pourcentage de la vente. Autre manière de faire. Les enchères. Ici, on va parcourir très rapidement l'ensemble des possibilités, et on ne les couvre pas toutes, mais c'est les principales.
le modèle d'enchère. Le modèle d'enchère, c'est finalement un modèle où l'idée, c'est de permettre à vos clients de fixer eux-mêmes le prix, et le prix va être finalement déterminé par un système d'enchère. C'est le système qui a vu récemment le jour au niveau de la Belgique, qui a été créé par les notaires, et qui permet finalement maintenant de vendre et d'acheter des maisons par un système d'enchère via le web, via Internet. Voilà, donc c'est une autre manière de générer des revenus par rapport à un produit, par rapport à un service que vous souhaitez proposer à vos clients. Ce qui est aussi également intéressant, c'est pas exactement un modèle de revenu, mais c'est quand même une stratégie qui est liée au modèle de revenu, et une question de nouveau que vous pouvez vous poser. Et la question, c'est la suivante, c'est comment est-ce que vous pourriez encaisser avant de payer? Donc comment est-ce que vous pouvez vous arranger pour toucher l'argent avant de devoir payer vos fournisseurs? La grande distribution est le secteur typique où finalement le magasin récolte l'argent avant de devoir payer ses fournisseurs. Mais voilà, c'est une question que à laquelle vous pouvez également réfléchir. C'est tiens, serait-il possible de créer un modèle de flux de revenus qui me permettrait de déjà toucher l'argent avant de le dépenser? Et on va voir un exemple tout à l'heure. La vente croisée, on en a déjà parlé, c'est plus une stratégie quand vous êtes dans une logique de croissance, quand vous avez déjà acquis un certain nombre de clients. Mais vous pouvez par exemple vous poser la question de comment est-ce que vous pourriez faire pour vendre des offres complémentaires, et donc servir de relais entre vous et une autre entreprise qui vend un autre type de produit. C'est un modèle de revenu également, qui en règle générale se développe un peu plus tard, mais voilà, ici je vous le présente pour que vous en ayez connaissance. Le crowdfunding, donc je vous parlais juste avant de cette tactique qui consiste à essayer de récolter l'argent avant de le dépenser. Le crowdfunding, c'est d'une certaine manière, ce qu'il offre comme possibilité. Donc au final, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser le crowdfunding pour financer en partie ou en totalité le développement de votre produit. Un exemple récent et assez connu et phare, je dirais, c'est la firme Tesla, qui a d'une certaine manière réalisé une prévente de son prochain modèle de voiture, alors que ce modèle n'est pas encore produit et que l'usine n'était même pas encore fabriquée, n'était même pas encore construite. Donc voilà, il existe de nombreux sites de crowdfunding où vous pouvez déjà présenter votre produit, présenter votre service avant de vous-même l'avoir réalisé, avant de l'avoir déjà développé, avant de déjà l'avoir produit. Et c'est une manière qui va vous permettre à la fois de gagner cet argent en avance et également de tester votre idée. C'est sûr que vous n'allez pas réaliser un crowdfunding systématiquement, mais c'est une forme finalement qui va vous permettre de récolter cet argent avant de payer vos fournisseurs. Fixer un prix fixe et offrir une consommation illimitée, c'est des modèles qu'on voit par exemple dans des secteurs comme ceux de la téléphonie, où des sociétés de télécom vont offrir un abonnement GSM, et pour le prix, en fonction du prix que vous allez payer, vous allez pouvoir avoir une utilisation illimitée de la 4G ou des appels ou du nombre de SMS. Voilà. Est-ce qu'il y a possibilité, dans le cadre de votre projet, de réfléchir à cette question de comment est-ce qu'on pourrait faire pour proposer un accès illimité à notre produit, à notre service, pour un prix fixe? Une propriété à temps partagé, donc c'est des choses qui commencent à se développer, c'est-à-dire vous offrez, on l'avait déjà avec des locations de vacances, donc la possibilité d'acheter finalement un appartement dans un lieu de villégiature et de pouvoir bénéficier de cet appartement pour une période de temps donnée. Et puis pour les autres périodes de temps, ce sont les autres propriétaires qui ont acheté une partie de cette propriété qui vont pouvoir en bénéficier. Donc comment faire pour proposer des produits, des services dont la propriété est finalement à temps partagé, et qui permet de nouveau d'acquérir un produit qui serait peut-être trop onéreux pour certains clients, mais qui permettrait finalement de vendre ce produit, mais en le vendant de manière partagée plutôt que de manière unique.
La franchise, c'est un exemple bien connu, dont finalement c'est d'utiliser la marque, d'utiliser l'image de marque de votre société, d'utiliser les compétences, le savoir-faire liés autour de votre produit ou autour de votre service et proposer à d'autres de pouvoir bénéficier de cette marque, de ce savoir-faire, de ce produit pour le vendre eux-mêmes sous forme d'une franchise. Les McDonald's et énormément d'autres restaurants et chaînes de restaurants fonctionnent sur ce principe, ainsi que des magasins comme des Deleuze et autres. Le modèle freemium, qui est un modèle très connu dans le monde des applications pour smartphone, qui consiste finalement à proposer un produit de manière gratuite. Et ensuite, si vous voulez obtenir des services supplémentaires, il va falloir passer et basculer vers un paiement. C'est un petit peu un système qui est un petit peu similaire à celui qu'on a vu au tout début avec l'exemple de Ryanair. Donc vous offrez d'abord un service, sauf que cette première partie du service, cette première partie du produit est disponible gratuitement. Et ensuite, l'utilisateur, s'il souhaite accéder à des compléments, accéder à des services complémentaires, à des services supplémentaires, il va devoir payer, par exemple, un abonnement. C'est un modèle qui est, donc, comme je vous le disais, très fort utilisé dans tout ce qui est lié à des logiciels disponibles via le web, à des plateformes logicielles disponibles via le web ou à des applicatifs qui tournent sur mobile, sur smartphone. C'est une très bonne manière aussi de faire connaître un produit. Mais comme toutes ces approches, elles ont des avantages et elles ont des inconvénients. Le revenu caché, l'exemple typique étant les vidéos qu'on peut poster sur la plateforme YouTube. Un autre exemple étant les abribus dans l'ensemble des villes, où ce mobilier urbain est mis à destination du public, mais en échange, la firme propriétaire, par exemple la firme Déco, peut et place des affiches publicitaires et via ces affiches génère un revenu qui leur permet finalement de financer ce mobilier. Ou YouTube qui donne accès à sa plateforme gratuitement à des créateurs de vidéos, mais en échange va récolter un revenu qui est lié à la publicité. Les données clients, on voit ça de plus en plus également dans le monde des applications mobiles, dans le monde des applications logicielles web. C'est vous récoltez un très grand nombre d'informations sur vos clients. Ces informations peuvent avoir de la valeur. Typiquement, c'est un modèle qu'on a vu se développer beaucoup dans des produits, des services de type application pour faire du sport, pour se remettre en forme, des applications de remise en forme, des applications qui permettent de traquer vos progrès au niveau sportif, si vous recommencez à courir, si vous faites du vélo. Et ces données, finalement, sont des données qui sont très intéressantes et très utiles pour des marques de sport, par exemple, mais ça peut être également pour des assurances qui souhaitent avoir des données sur la santé de l'assuré, pour voir quel est le niveau de risque qui est associé à ce client. Alors là, bien sûr, il faut respecter l'ensemble des réglementations qui sont en vigueur en termes de confidentialité des données, mais c'est également un modèle qui est utilisé par un certain nombre de startups ou d'entreprises qui proposent des applications de manière gratuite ou en grande partie gratuite et qui en échange demandent de pouvoir accéder aux données pour pouvoir les exploiter dans d'autres cadres avec d'autres clients. Le modèle de licence. Typiquement, vous développez un produit, vous développez un processeur, vous développez une partie logicielle, vous développez un élément qui va permettre à une entreprise de développer son produit à elle, par exemple Apple dans le cadre de ses ordinateurs. Vous avez besoin d'un ensemble de composants pour pouvoir construire ces produits. Vous pouvez mettre le produit qui est nécessaire pour, par exemple, construire ces ordinateurs. Vous pouvez mettre ces produits sous forme d'une licence. Et donc, la société qui va utiliser votre produit pour créer et vendre un autre produit, comme par exemple un ordinateur portable, cette société va devoir vous payer un pourcentage sur les ventes réalisées grâce à ce produit, donc sur l'ensemble des ordinateurs par exemple qui contiennent ce processeur et qui sont vendus à d'autres clients. Donc c'est le modèle de licence, donc c'est comment est-ce que vous pouvez proposer
une licence qui va permettre à une autre entreprise d'utiliser votre technologie, d'utiliser votre savoir-faire, d'utiliser un algorithme au sein de son propre produit. Payer à la demande, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, par exemple dans le monde des assurances auto. Donc plutôt que d'avoir une assurance auto à l'année, on va avoir une assurance dont le prix va varier en fonction de l'utilisation du véhicule. C'est une manière également de proposer une nouvelle forme de modèle de revenu. Donc l'idée de nouveau, c'est de proposer un tarif en fonction de l'utilisation, en fonction de l'usage du produit et donc de la manière dont le client va l'utiliser. Et plus le client va l'utiliser, et plus la facture sera fatalement élevée. La possibilité également, c'est ce qu'on voit aussi dans pas mal de secteurs, et entre autres par exemple dans le secteur musical ou le secteur culturel, mais c'est finalement de proposer à vos utilisateurs, à vos clients, donc ceux qui bénéficient du produit, du service que vous leur offrez, de fixer le prix eux-mêmes. Et donc l'idée, c'est plutôt que de dire voilà, ce concert coûte autant, ou ce disque, par exemple, comme Radiohead l'a fait avec son album Rainbows, ben, l'idée, c'est plutôt de proposer à vos clients, à vos utilisateurs, à ceux qui vont utiliser ce produit, utiliser ce service, de vous payer le prix qu'ils estiment être le prix juste. C'est également une manière de générer un flux de revenus. Vous pouvez aussi servir d'intermédiaire de personne à personne. Typiquement, les plateformes comme Airbnb, comme eBay et d'autres sont des plateformes qui mettent un fournisseur, un vendeur en relation avec un client, et vous faites jouer ce rôle de plateforme. Et donc cette mise en contact, cette mise en lien qui permet de faire connaître le produit et qui permet de le vendre, c'est une proposition de valeur que vous offrez à ces utilisateurs et à ces clients, et en échange vous pouvez et vous demander un certain pourcentage sur le profit qui a été réalisé. Donc, typiquement, c'est ce qui se passe avec Airbnb. Vous mettez votre villa, votre propriété en location, quelqu'un la découvre via la plateforme, la loue, et s'il y a un match entre le propriétaire et le locataire, vous prenez un pourcentage sur le prix de la location. Donc c'est un modèle qu'on voit énormément ces temps-ci, donc ce modèle de plateforme, de mise en contact d'une personne avec une autre personne. De nouveau, faire super attention qu'il y a un véritable besoin, qu'il y a un véritable travail à accomplir, que le client est vraiment à la recherche de ça, que ça répond fondamentalement à un besoin, que ça répond fondamentalement à un problème, parce que la tendance actuelle est un petit peu, je trouve, de créer des plateformes pour créer des plateformes, et ce n'est pas spécialement la mise en lien qui est importante, c'est vraiment s'assurer qu'il y a besoin de créer un lien entre, par exemple, des propriétaires d'immeubles, de villas, d'appartements, et des personnes qui souhaitent louer ces mêmes appartements. Vous pouvez également facturer à la performance, donc finalement c'est une forme de variable où en fonction de la performance qui est obtenue suite à l'utilisation de votre produit, de votre service, vous allez pouvoir augmenter votre revenu, ou dans l'autre sens également, obtenir moins de revenus parce que finalement la performance attendue n'a pas été obtenue. Ça, c'est une stratégie qui est fort connue également dans le monde de pas mal de produits, entre autres très connue dans le monde des rasoirs pour hommes, où vous achetez ce rasoir et vous payez le consommable, les lames, ou dans le monde des imprimantes, où vous achetez l'imprimante à un prix plancher, mais ensuite vous devez systématiquement racheter des consommables, des cartouches d'encre, et donc c'est la technique entre guillemets de l'appât et de l'hameçon. Vous appâtez avec une partie du produit, et puis alors après, une fois que le client mord à l'hameçon, il va devoir continuer à faire appel à vos services ou à votre entreprise pour obtenir les consommables, ou pour pouvoir continuer à utiliser le produit qu'il a acheté dans le cadre d'une fonction bien spécifique. Louer au lieu de vendre.
Le leasing, hein, donc plutôt que de vendre, ben, vous offrez votre produit en location et vous permettez à des clients de l'utiliser. C'est ce qu'on a vu avec l'exemple de Xerox au tout début de ces capsules, au tout début de ces vidéos. C'est vous donner la possibilité d'utiliser le produit en le louant, et chaque mois, pour pouvoir continuer à utiliser ce produit, ben, le client va louer ce produit. Donc ce produit ne lui appartient pas fondamentalement, vous restez propriétaire du produit, mais grâce à ça, finalement, vous pouvez abaisser le prix global puisqu'il est étalé sur l'ensemble de la location. Le partage de revenus, de nouveau un autre modèle. Donc ce modèle, il consiste à partager les revenus. C'est un petit peu ce qu'on a déjà vu avec les plateformes, mais c'est en gros mettre en contact des producteurs de logiciels, des producteurs, par exemple des gens qui font des designs de meubles, de mobilier. Vous les mettez en contact avec des acheteurs, des gens qui veulent acheter votre applicatif, votre application smartphone par exemple, et vous allez partager les revenus qui sont liés à l'utilisation de ce produit. Autre modèle de revenu qu'on voit de plus en plus, c'est, on a parlé de comment est-ce que vous pouvez capturer donc cette valeur, comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent, mais vous pouvez également réfléchir sur ce flux de revenus en vous posant la question suivante: comment est-ce qu'on pourrait partager une partie de nos gains avec des personnes qui sont dans le besoin? C'est par exemple ce qu'on voit dans pas mal de startups aujourd'hui, et c'est une très bonne chose. L'exemple ici qui est donné, c'est la société américaine Tom's Shoes, qui pour chaque chaussure vendue dans un pays développé va également en offrir une gratuitement dans un pays où c'est moins facile, où les personnes peuvent moins facilement s'offrir ce genre de produits. Donc c'est vraiment, voilà, la question à se poser, c'est comment est-ce que vous pouvez partager ces revenus, comment est-ce que vous pouvez partager les gains liés à la vente de votre produit et en faire bénéficier d'autres. Le self-service, technique très pratique aussi, donc c'est finalement faire réaliser une partie du travail par vos clients. On ne s'en rend même plus compte, mais énormément d'entreprises font appel à cette logique du self-service. Les banques, quand elles nous offrent des applications mobiles pour gérer nos comptes, finalement, c'est nous qui enregistrons tous nos virements, c'est nous qui enregistrons tous nos paiements. D'une certaine manière, Ikea, quand on achète un meuble chez Ikea, on va finalement prester une partie du travail qui consiste à monter le meuble. Quand vous allez dans un restaurant self-service, typiquement, c'est vous qui vous servez, donc il n'y a pas ce service à table qui pourrait sinon faire partie de la facture, du prix à payer. Donc vous pouvez vous poser finalement la question de comment est-ce qu'on peut faire une partie ou une grande partie du boulot, la faire réaliser par nos clients, plutôt que finalement de devoir la faire nous-mêmes et donc de devoir payer les coûts qui y sont associés. Le magasin dans le magasin. Donc comment pouvez-vous faire pour intégrer au sein du magasin que vous voudriez ouvrir, intégrer un autre magasin? C'est ce qu'on voit dans énormément de stations-service sur les autoroutes, avec des chaînes de restaurants fast-food qui proposent justement des plats emportés chez ces propriétaires de stations essence qu'on croise sur les autoroutes. Donc voilà, vous avez votre magasin, vous avez votre e-shop, vous avez votre site. Comment est-ce que vous pouvez, via ce site, proposer éventuellement à d'autres de vendre leurs produits également? Le modèle d'abonnement, c'est un modèle ultra utilisé, très fréquent, surtout rendu possible également avec la digitalisation, avec la vente de logiciels, avec la vente d'applicatifs. Donc l'idée ici, c'est de réfléchir à comment est-ce que vous pouvez mettre en place, plutôt qu'un paiement unique, mettre en place un abonnement, et donc tant que le client paye cet abonnement, tant qu'il souscrit à cet abonnement, il bénéficie du produit, du service que vous lui offrez.
Les supermarchés, bon, ça vous connaissez le principe, hein. C'est une autre manière de générer des revenus, c'est finalement abriter un ensemble de produits sous le même toit. C'est un petit peu similaire à ce qu'on discutait tout à l'heure, le magasin dans le magasin. Si vous êtes en mode start-up, c'est sûr que vous n'allez pas devenir directement un supermarché, quoique c'est peut-être votre objectif. Mais l'idée, c'est finalement de vous dire, tiens, j'ai un ensemble de coûts fixes, j'ai un ensemble de choses qui sont nécessaires pour mon business. Comment est-ce que je peux éventuellement diminuer le coût, par exemple, de cette location du magasin, en finalement donnant l'accès à quelqu'un d'autre qui va vendre un produit qui est un produit complémentaire ou qui est un produit différent, mais qui cible et qui intéresse le même type de clientèle que celle que vous ciblez. Réutiliser, recycler, finalement, vous pouvez aussi vous poser la question, en termes de votre proposition de valeur, mais également de votre modèle de revenu, de comment est-ce que vous pourriez faire pour vendre des produits que vous allez pouvoir récupérer, réutiliser et recycler pour les revendre une seconde fois. Voilà, ici on vient de voir un ensemble de stratégies qui sont très différentes les unes des autres, qui ont des avantages et des inconvénients. Typiquement, si on parle du modèle de la vente unique et qu'on le compare au modèle de l'abonnement, la vente unique, c'est que vous allez directement toucher l'argent. Le problème, c'est que vous allez chaque fois devoir revendre à des nouveaux clients ou à ces mêmes clients. L'abonnement, par contre, il va vous permettre d'avoir un revenu qui va être lissé au cours du temps, parce que le client, s'il veut continuer à utiliser votre produit, va devoir payer tous les mois, par exemple, pour pouvoir en bénéficier. Et fatalement, ces deux stratégies ont des avantages, ont des inconvénients. La vente unique, vous touchez directement l'entièreté de la somme, donc vous faites directement le bénéfice. L'abonnement, vous allez probablement devoir maintenir l'abonnement du client pendant plusieurs mois pour récupérer l'ensemble des coûts qui sont associés à votre produit. L'intérêt de cette démarche, c'est que chaque mois, vous touchez une certaine somme d'argent, donc vous avez une meilleure prévision de vos flux de revenus comparé à la vente unique. Mais ça va nécessiter fatalement des stratégies de relations clients qui sont très différentes. Il va vraiment falloir vous assurer, aussi bien au niveau de la communication que de la relation client, que du canal de vente, de trouver la bonne démarche, la bonne stratégie pour justement soit continuer à avoir de nouveaux clients, soit maintenir les clients que vous avez déjà et veiller à ce qu'ils soient satisfaits pour qu'ils maintiennent l'abonnement auquel ils ont souscrit pour justement pouvoir récupérer la totalité de vos coûts et tout doucement commencer à dégager de la marge, de dégager des bénéfices. Alors ce qui est très important à avoir à l'esprit, c'est cette définition dont on a déjà parlé, qui est donnée par Steve Blank, qui indique qu'une start-up, c'est une organisation temporaire qui est à la recherche d'un modèle économique qui va être répétable ou industrialisable et qui va permettre d'atteindre une croissance de type exponentiel. Donc tout ce qu'on vient de voir, les 5 premiers blocs du business model Canva sont des blocs qui sont vraiment clés et qui sont vraiment fondamentaux. Et ce sont des blocs qui sont soumis à énormément d'hypothèses. Établir une stratégie, c'est quelque chose qui peut se faire de manière relativement facile. Établir un plan, définir, comme on vient de le voir, un modèle de revenu ou choisir un modèle de revenu. Voilà, vous en avez pléthore, vous venez de voir qu'il en existe énormément. La question fondamentale, que ce soit pour le modèle de revenu, que ce soit pour votre proposition de valeur ou pour l'ensemble des blocs qui composent ce business model Canva, c'est de vous assurer que ces hypothèses que vous faites à ces différents niveaux sont validées avec le segment de clientèle que vous visez. Et très souvent, quand on établit une stratégie, quand on veut lancer une nouvelle start-up, on va établir sa stratégie en faisant l'hypothèse que l'ensemble des choses qu'on décrit sont déjà validées, que c'est ce que le marché attend, que c'est ce que le client attend. Or, il faut être bien conscient que c'est justement totalement l'inverse, que très souvent, vous êtes dans une situation où vous émettez des hypothèses sur votre proposition de valeur.
Vous émettez des hypothèses sur les canaux de communication, les canaux de livraison que vous allez utiliser. Même chose pour la relation client, la manière dont vous allez créer cette relation entre vous et le client. Vous faites également des hypothèses sur le segment de marché que vous ciblez. Peut-être que vous ne ciblez pas le bon segment. Et au final, vous faites également des hypothèses sur le modèle que vous allez utiliser pour capturer cette valeur, donc pour générer des revenus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette partie droite du business model Canva est fondamentale et il faut vraiment pouvoir la dérisquer ou en tout cas valider un certain nombre d'hypothèses clés parce que c'est ces hypothèses, une fois validées, qui vont définir ce que vous allez indiquer ou la stratégie que vous allez élaborer pour pouvoir justement créer, délivrer, capturer cette valeur. Donc la partie de droite que nous venons de voir dans ces différentes capsules, va fondamentalement fixer les autres blocs du business model Canva qu'on va définir, qu'on va voir ensemble dans les prochaines capsules. Donc c'est essentiel de garder ça à l'esprit et c'est essentiel de bien prendre en compte cet élément qui est fondamental et qui est une des grandes différences entre la manière dont on coachait des jeunes entrepreneurs il y a un certain nombre d'années et aujourd'hui, c'est avant de basculer vers un plan financier, avant de basculer vers un plan d'affaires, l'objectif c'est d'abord d'aller valider vos hypothèses fondamentales. Est-ce que votre proposition de valeur, donc la solution que vous proposez, est-ce qu'elle répond fondamentalement à un vrai problème? Est-ce que cette solution cible bien le bon marché? Est-ce que les canaux de communication et de livraison que vous allez utiliser sont bien ceux qui correspondent au segment de clientèle que vous ciblez? Est-ce que les relations que vous êtes en train d'établir avec vos clients sont bien les bonnes? Est-ce que c'est bien ce type de relation que vos clients valorisent, que vos clients souhaitent avoir? Et au final, bien sûr, est-ce que le modèle de revenu est bien le bon? Ça ne sert à rien d'envisager une stratégie d'abonnement si vos clients ne sont pas du tout intéressés par ce genre de choses, ou une stratégie de partage si vous ciblez des clients qui souhaitent avoir la propriété totale du produit que vous leur proposez. Donc de nouveau, l'objectif c'est de bien comprendre cette partie-là, bien comprendre que ici vous réalisez un certain nombre d'hypothèses et que votre job en tant qu'entrepreneur, en tant que futur fondateur d'une entreprise, c'est d'aller dérisquer ces hypothèses, ces stratégies sur le terrain, auprès du segment de marché, auprès des clients que vous ciblez, pour ensuite définir comment est-ce que vous allez exécuter ce qui est décrit dans la partie droite du business model Canva, et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.